Bien, j'invite les participants à la séquence suivante à rejoindre, s'il vous plaît. J'ai donc Mesdames Blazic, Stilinovic et mes collègues Marie-Josée Sanselme, Bernadette Plumel et Bruno Curval. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement présenter les carnets de l'expertise avant de laisser la parole à nos intervenants pour la séquence elle-même sur l'art de piloter un projet. Je suis Bernadette Plumel, je suis responsable du Centre de ressources et d'ingénierie documentaire et coéditrice avec Marie-Josée Sanselme, rédactrice en chef adjointe de la RIES. Et nous sommes dans cette aventure de publication depuis 2016. Je pense que vous connaissez cette collection. Elle est née après la rédaction de la charte de l'expertise. Le CIEP à l'époque, FEI, a souhaité, d'une certaine manière, avec cette collection originale, permettre à donner la parole aux experts et avoir toute une réflexion sur les pratiques des experts. Je pense que cette collection est très originale. Elle l'est aussi parce que nous travaillons avec une université, l'université de Tours, plus particulièrement le laboratoire de recherche sur éducation, travail... Éducation, éthique, santé. Éthique et santé. Notre conseillère scientifique est Laurence Cornu, professeure émérite. Et le cœur de chaque carnet est organisé autour d'une interview entre un chercheur de l'université de Tours, Hervé Breton, et un expert. Donc, Donc nous avons déjà l'expérience de 5 carnets avec un sommaire qui se crée de manière collective avec l'équipe de Marie-Josée Sanselme et moi, avec un expert qui est intervenu dans un projet de FEI, dans un projet d'expertise, et avec l'université de Tours. Je ne vais pas m'appesantir. Vous avez le 5e carnet dans vos pochettes, dont le sujet est l'art de piloter un projet. Et je donne la parole à Marie-Josée Sanselme. Merci Bernadette. Alors, peut-être un mot de complément à ce que vient de présenter Bernadette pour vous dire que l'un des enjeux, même l'enjeu principal de la collection, c'est d'essayer de travailler sur ce métier d'expert, les pratiques professionnelles des experts, et d'essayer de voir si on peut, à partir d'une expérience singulière, individuelle, en tirer des enseignements, et quels enseignements, et comment parvenir justement à capitaliser, partager et engager une réflexion des experts vis-à-vis de leurs propres pratiques. Et est-ce que cette réflexion d'un expert vis-à-vis de ses propres pratiques éveille des échos, lesquels aux autres experts, quel que soit leur domaine d'intervention. Donc il s'agit bien de travailler sur les pratiques et d'essayer de voir comment un expert qui par définition n'est pas censé, en tout cas dans ses rapports, dans les livrables, il ne dit pas « je ». Il présente une parole qui n'est pas subjective. Eh bien les carnets font autre chose. Et ils invitent chacun à essayer de réfléchir à ce qui a été fait, comment ça a été fait, avec quelles valeurs parfois sous-jacentes, parfois non exprimées, au-delà de la question des livrables, qui sont évidemment l'objet de la mission. Donc, tout ça se préambule pour vous dire que chaque projet qui est exposé dans un carnet permet de définir le contexte, les conditions d'intervention de l'expert. Mais il s'agit bien de proposer à un expert de réfléchir et d'y réfléchir avec l'aide des chercheurs
et aussi des partenaires qui sont sur place avec les experts pour recueillir ce projet. Et j'ai le plaisir de saluer Amel, qui a fait partie du premier carnet de l'expertise qui portait sur la Tunisie. Et nous avons aujourd'hui proposé à 3 experts qui sont intervenus, pour certains dans le carnet 5, et puis Madame Blazic, pour justement tenter d'élargir notre réflexion aujourd'hui, d'engager un échange sur cet art de piloter un projet. Bruno Curval, qui est le responsable adjoint du département coopération et éducation, et en particulier en charge de l'enseignement supérieur, a été engagé dans une mission longue et importante de jumelage institutionnel entre la France et la Macédoine du Nord, qui est le point de départ du carnet numéro 5. Nous avons aussi Kalliopa Stilinovic, qui dirige les relations académiques de recherche et internationales de l'Université Saint-Clément de Bitola en Macédoine du Nord, qui était l'un des interlocuteurs privilégiés de Bruno lors de sa mission. Et puis, nous avons demandé également à Madame Carole Blazic, qui est IAIPR, établissement et vie scolaire, mais qui a été experte résidente pendant 2 ans au Bénin, dans un autre contexte, donc, et sur d'autres missions, de partager la réflexion que nous aimerions engager avec vous sur cet art de piloter un projet. Alors, nous avons préparé 2 questions qui ont le mérite d'être posées et pour commencer notre discussion. La première, c'est en quoi, qu'est-ce qui se passe avec cette présence d'un expert qui est un agent extérieur. En quoi cette présence d'un agent extérieur peut-elle favoriser le changement? Puisqu'effectivement, dans une mission de coopération, il s'agit bien de favoriser le changement. Et deuxième question, corollaire, c'est pour ça qu'on les met ensemble. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un projet réussi? Et je cède maintenant la parole à Bruno pour ces questions et peut-être quelques mots aussi sur le projet auquel tu avais participé. Bien, bonjour à tous. Voilà, c'est un peu difficile en fait de parler de ce qu'on fait. Et les carnets de l'expertise obligent à le faire et c'est pas si simple en fait. Au-delà du plaisir à parler de soi, c'est assez limité en fait. Il faut en fait un peu se découvrir. Alors je dis ça parce que ma parole n'est pas plus valable que la vôtre. Vous avez tous l'expérience des projets et je pense qu'on est chacun face à des choses qu'il faut affronter en fait. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Je vais répondre aux questions évidemment, mais ce sont mes réponses. Alors peut-être un mot sur le projet quand même. C'était un jumelage institutionnel. Les jumelages institutionnels, c'est des projets qui sont financés par l'Europe et qui ont vocation à accompagner des pays qui eux-mêmes ont vocation à rentrer dans l'Union européenne ou à travailler en proximité avec l'Union européenne. Les jumelages sont aussi utilisés dans les pays du Maghreb, par exemple, ou très à l'est, comme en Azerbaïdjan. Et donc, ce sont des projets normalement très structurants. C'est un ministère ou une organisation nationale qui va aider une autre organisation nationale à acquérir l'acquis communautaire ou ce qui est entendu dans l'enseignement supérieur. C'est le processus de Bologne, les grands principes du processus de Bologne, l'outillage du processus de Bologne, les standards pour la qualité, par exemple, l'idée de mettre en place des agences d'évaluation indépendantes, l'idée de réformer les formations autour du concept d'employabilité, de concevoir les formations en termes de résultats d'apprentissage, de veiller à ce que les résultats d'apprentissage soient évaluables. C'était donc un jumelage institutionnel en Macédoine du Nord, donc, qui avait trois grands axes. Un, c'était d'élaborer une méthodologie d'évaluation des programmes, précisément en mettant l'employabilité comme critère de qualité des programmes. Un autre axe qui était le renforcement de la capacité des centres qui, au sein des universités et des facultés, sont là pour aider les étudiants à faire leurs choix, à se diriger dans leurs études. Et puis, troisième axe, aider des organismes, là encore, internes aux établissements, mais qui ont une particularité, c'est d'être l'interface entre les établissements et le monde extérieur, pour faciliter la relation entre le politique ou l'économique et donc les universités. Toujours avec l'idée que ce sont des facteurs de transformation. Donc voilà le projet. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, et je vais vraiment maintenant répondre à ces deux questions. Alors, en quoi la présence de l'expert agent extérieur favorise-t-elle le changement ? Ma réponse personnelle, au fond, c'est que déjà, nous sommes effectivement extérieurs, doublement extérieurs, au fond. Extérieurs parce que
on ne peut jamais prétendre comprendre vraiment comment fonctionne un autre pays, en particulier comment s'établissent les décisions. Il y a toujours là une part d'opacité. Déjà chez nous, on a du mal parfois à comprendre. Donc, a fortiori dans un autre espace culturel ou dans un autre pays. Donc, il y a déjà une extériorité qui est là. Et puis il y a une deuxième extériorité que je crois maintenant on conceptualise très bien, c'est que nous refusons, je crois, souvent, enfin toujours au fond, d'apporter des solutions. On vient aider à co-construire des solutions. La conceptualisation est là, on parle de co-construction. Je crois que de cette manière, c'est vraiment dire qu'on revendique cette extériorité. On peut accompagner des gens dans un projet, on peut les aider à concevoir des transformations, mais on ne peut pas se substituer à eux. Ce qui marche chez nous, nous pensons, je crois, nous l'affirmons, ne va pas nécessairement marcher chez autrui, donc il faut aider autrui à concevoir ses propres approches. À partir de là, je crois que c'est ça qui rend peut-être l'agent extérieur un peu efficace, au fond. C'est plus simple dans ce positionnement, dans cette attitude, de pousser les raisonnements. On n'est pas dans les enjeux, donc on peut pousser les gens à aller un peu plus loin, au fond, et à se déclarer, à dire ce qu'ils ont en tête. Évidemment, à ce moment-là, on rencontre le fait qu'en tant qu'agent extérieur, on peut faciliter le débat interne. On va permettre aussi à des gens qui peut-être s'expriment moins dans un système, on va leur créer les occasions pour le faire. Donc je crois que là aussi c'est la possibilité, étant agent extérieur au fond, un peu candide, un peu naïf parfois, d'aider à ce que le débat se fasse. Et donc voilà, au final je pense que ça nous pose en tant que médiateur en fait, tout autant disons, médiateur que spécialiste. Évidemment si on n'avait aucune compétence sur le sujet, sans doute qu'on ne nous appellerait pas. Mais au fond le travail souvent c'est d'aider à faire émerger des solutions locales, des solutions qui fonctionnent, donc des solutions adaptées à un moment donné, à un contexte donné. Donc voilà la réponse à la première question. Je vais avancer vite parce que j'ai que 5 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet réussi à ce moment-là? Bon, vous l'avez compris, j'ai un présupposé très fort, c'est de dire qu'au fond, les livrables, évidemment, sont importants, mais sont aussi un prétexte à aider d'autres systèmes, des systèmes, le nôtre aussi d'ailleurs parfois, à rentrer dans cette attitude qui permet effectivement le changement, c'est-à-dire faire en sorte que le changement ne soit pas dangereux, que le changement intègre les préoccupations de tous les acteurs, parce que si le changement n'est pas supporté, n'est pas soutenu, n'est pas accepté, si les gens n'y adhèrent pas, évidemment il n'y a pas de changement. Et on sait que nos organisations éducatives ont une très grande capacité à la viscosité, et les meilleures idées peuvent tout à fait ne pas aboutir, parce que simplement elles ne sont pas soutenues. Donc voilà ce que mes présupposés. À partir de là, effectivement, je crois qu'on est confronté à dire, finalement on est amené à dire que le livrable et la méthode pour atteindre le livrable ont une égale importance. Donc à partir de là, on se rend compte, enfin moi en tout cas c'est ce qui me frappe le plus, c'est ce qui m'a obligé effectivement à assumer au fond ce que j'ai en tête, sans vouloir toujours bien l'expliciter, c'est que nos attitudes et nos principes d'action sont déterminants. C'est par l'attitude et par le respect de certains principes qui sont les nôtres que nous allons aider les systèmes à se transformer. Et alors après, quels sont-ils? Je ne vais pas évidemment passer ça en revue, mais je pense que quelque part, il faut qu'on soit confiant. Pour moi, en tout cas, j'ai le sentiment que je dois être très conscient que je suis porteur d'une certaine vision du fonctionnement des sociétés, évidemment en prix de démocratie, et dans nos démocraties occidentales qui évoluent, l'idée que on va vers des gouvernances des parties prenantes, donc les parties prenantes doivent être associées à la conception des solutions et évidemment après leur mise en œuvre. Et donc cela est très fort. Donc finalement, c'est ça qui peut amener donc éventuellement à des tensions avec les parties prenantes locales avec qui on travaille, parce qu'à un moment donné, on peut être conduit à affirmer des principes qui prévalent sur l'atteinte du livrable. Ce qui est évidemment difficile, parce que le livrable, par contrat, on y est assujetti, on doit le livrer, mais parfois on peut être en tension, parce que tout livrable n'est pas à livrer dès lors que, éventuellement, il contreviendrait à certains principes. Je veux être concret. Quand, par exemple, on développe une méthode d'évaluation, il faut savoir entre quelles mains on la met, parce que l'évaluation, c'est très fort. C'est dire la valeur des choses. Derrière, des décisions très fortes peuvent être prises, des décisions évidemment sur les systèmes de l'organisation, mais aussi sur les personnes. Évaluer un système, c'est quelque part toujours aussi porter un jugement ou une appréciation sur ceux qui font vivre le système. Donc voilà. Donc au final, pour répondre en une phrase, un projet réussi pour moi en tout cas, c'est un projet qui délivre ce qu'il a promis, il faut le faire, mais qui laisse une situation telle que les livrables sont effectivement utilisés. À quoi bon faire un livrable qui est complètement orthogonal ou disons impertinent par rapport à la capacité d'un système à s'en saisir, et puis aussi un livrable qui montre la manière dont on l'a obtenu
donc montrent que le changement est possible et que ce n'est pas un danger. Je crois que je veux finir là-dessus. Au fond, le plus important pour moi, en tout cas dans mes projets, c'est effectivement, on aide à changer les systèmes, et la première difficulté qu'on rencontre, c'est la peur du changement, parfois à très juste titre. Les changements peuvent être dangereux, et donc aider à ce que les changements soient des marches à franchir qui soient franchissables, faire en sorte que tout le monde puisse les surmonter. Évidemment, c'est la question du progrès, faire en sorte que le progrès à accomplir soit faisable, soit atteignable. Et donc voilà, c'est que le changement, c'est pas forcément un danger, encore faut-il que le système soit effectivement prenne soin des individus qui sont dedans. Voilà mes réponses. Merci beaucoup. Une suite de réflexions absolument passionnante. Madame Stilinovic, vous aurez certainement aussi beaucoup de choses à nous dire sur, à partir de votre expérience lors de ce projet, sur justement la peur du changement, la conduite du changement. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Calliope Stilinovic. Je suis cadre administratif supérieur auprès de l'Université Saint-Clément d'Ohrid en Macédoine du Nord. C'est la deuxième université par sa fondation dans le pays. Et je gère comme responsable un grand service qui regroupe les questions académiques de recherche et surtout tout ce qui concerne l'international. Merci pour l'invitation. Pour moi, vous avez dit France Éducation internationale pour ne pas remplir dès le début votre cagnotte. Alors pour moi, c'est un retour, pour ainsi dire, sur les lieux du crime entre guillemets, car j'étais là en 96, si je me trompe pas bien, et pas pour le français en langue étrangère, mais pour une formation dans les cadres de formation des formateurs pour des projets européens. Et c'est depuis ce moment, ou depuis cette époque, que les projets ont commencé à venir dans mon pays. Voilà. Et puis, les projets venaient, donc il y avait des programmes européens. Il fallait bien donc les comprendre, changer les systèmes qui passent par le changement de soi-même. C'est aussi très important. Des changements qui passent du niveau, du bas en haut et de haut en bas. Donc, se retrouver quelque part sur ce trajet. Et depuis les départs, l'expert était toujours conçu parce que c'est très culturel et pourtant pour moi c'est toujours très culturel et très personnel, car tout dépend finalement même de la personnalité de l'expert qui vient pour un projet et voilà qui doit subir tout ce qui est local, tout ce qui est régional, tout ce qui est culturel. Et en même temps, c'est que l'expert était toujours conçu dans cette hiérarchie qui était au départ peut-être fausse, qu'un expert, c'est quelqu'un qui sait mieux que nous et qui est supposé de nous présenter des solutions toutes prêtes. Or, c'était pas le cas et alors, même dans ce cas-là, ça dépend de l'expert, des projets, des pays d'où il vient, car il nous a fallu des années et des années, et c'était notamment, il faut surtout mettre l'accent sur les projets Tempus qui ont eu beaucoup de succès dans mon pays et dans le reste des pays des Balkans. Donc, les experts étaient hyper présents dans ces projets, et petit à petit, donc les pays récepteurs, les institutions, les parties prenantes ont compris que l'expert, c'est une personne qui est venue, ou les personnes qui sont venues juste pour nous accompagner dans les changements et pas de nous produire un changement tel qu'un produit tout fait. Voilà, c'est très complexe. Il y a plusieurs aspects. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, peut-être la notion d'un expert a beaucoup changé, qu'on les traite, les experts, comme quelqu'un de pair,
Mais là, tout en discutant aujourd'hui avec le personnel de votre équipe, j'ai vu que pour nous, un expert dans les projets qui concernent, par exemple, l'enseignement supérieur, est supposé être toujours quelqu'un qui appartient à la communauté académique. Parce que vous savez, on aime beaucoup les titres. Et parfois, on est censé dire que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, on le traite, voilà, j'essaierai d'être objectif. Quelqu'un qui n'a pas son titre de docteur et sciences, ah tiens, c'est quelqu'un qui a juste l'expérience, qui n'a pas les titres universitaires, qui va nous guider dans le projet. Bon, il y a toute une panoplie d'éléments qui concernent la question. Et je passe à l'autre question qui est très liée à la précédente. Un projet réussi. Ma réponse personnelle, là aussi, elle est un peu vague, car un projet réussi, vous savez, c'est là, vous avez des scénarios différents. Vous avez un bon projet qui a un expert qui n'était pas aussi bien perçu comme bien. Vous avez un bon expert, mais qui n'a pas réussi à mener son projet jusqu'à la fin. Un projet réussi, pour moi, c'est un projet qui a réussi à produire un changement adapté aux circonstances locales, mais en même temps qui a produit le changement dans les personnes, des changements humains, parce que c'est très important. Et puis, un projet réussi, c'est que vous venez dans un pays, vous avez fait un projet au bout de 3-4 ans, et vous trouvez vraiment les résultats du projet atteints, peut-être pas au niveau espéré dans la conception du projet lui-même, mais adaptés aux spécificités du pays. Et puis, à la fin, merci de m'avoir traité comme expert. Moi, je ne me traite jamais comme expert. Je pense que je suis un bon interlocuteur. Je reste derrière mon président. Voilà, je le guide. Voilà, c'est peut-être le rôle de l'expert. Je le guide dans ses discours, dans ses positions à prendre. Et pour la première fois, après tant d'années d'expérience à l'université, je me suis traitée comme un expert. Et merci pour cette occasion. Voilà, j'ai eu le plaisir de travailler avec Bruno, que j'ai connu comme expert dans un autre projet qui marchait très bien. C'était l'évaluation. Et maintenant, quand Bruno et ses experts ont fait l'évaluation sur du staff, sur des gens qui travaillent au ministère, l'évaluation ne marchait pas aussi bien que l'autre évaluation. Voilà, non, c'était un plaisir de retrouver une équipe performante. Je profite de l'occasion pour remercier Bruno. C'était une autre école pour moi, une école d'experts. Merci. Merci Calliope. Madame Blasi, vous aurez certainement envie de réagir non seulement aux deux questions, mais à ce que vous venez d'entendre, puisque votre expérience est différente en tant qu'experte résidente longue durée au Bénin. Oui, effectivement, experte résidente longue durée au Bénin, et une première en fait expérience, à la fois d'expert et d'expatriation sur le territoire africain. Donc, vous dire dès à présent que j'ai ce terme d'expert, bon, c'est comme madame, c'est le titre qui est donné, mais j'ai énormément, beaucoup appris lors de ce séjour au Bénin auprès de l'unité de gestion pour laquelle j'ai travaillé. Donc, quelques mots sur le projet. Le projet avait donc 3 composantes. Je vais simplement vous préciser la composante 2 qui visait à améliorer la qualité des apprentissages et à améliorer le pilotage et la gestion des établissements scolaires. Cette composante 2 s'organisait autour de 3 grands axes. La refonte du dispositif d'encadrement et d'animation pédagogique,
le pilotage des établissements et l'implémentation de la vie scolaire, ce pourquoi j'étais missionnée plus particulièrement, et enfin l'amélioration de l'enseignement des sciences. Alors, ces 3 sous-composantes, 2 sont complètement terminées. Je suis de retour là depuis le mois de mars et sur les 3 autres collègues m'accompagnaient aussi de manière ponctuelle. Donc 2 qui ont terminé leur mission également et une qui court encore, qui est donc l'amélioration de l'enseignement des sciences. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, donc je vais partager 2 ans ma vie au sein d'un projet d'unité de gestion où il y avait donc un coordonnateur de projet et puis une équipe constituée d'un assistant et d'une gestionnaire. Et nous travaillions en complète collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, pour répondre à la première question, en quoi la présence de l'expert agent extérieur favorise-t-elle le changement? Effectivement, comme cela a été dit précédemment, nous ne sommes pas dans des conduites d'imitation. Nous sommes dans une démarche de changement et donc on est dans l'approche de l'apprentissage qui est beaucoup plus difficile et exigeante qu'une simple imitation. Donc l'expert accompagne et aide à comprendre l'objet du changement. En tant que membre de l'unité de gestion, alors effectivement, quand agent extérieur, mais je rejoins ce qu'a dit Bruno, hein, c'est vrai, mais pas toujours vrai. C'est-à-dire, il y a des moments où, lorsqu'on vit avec une équipe, on partage des secrets aussi. Et toute la difficulté, c'est aussi de continuer à porter son expertise, mais en étant tout à l'intérieur, si vous voulez, des événements aussi. Et donc là, j'étais confrontée à ça, si je dois faire un retour d'expérience. Et bon, le positionnement, je l'avais, hein, parce que bien sûr, toujours, il s'agit d'accompagner, mais en tout cas, ça pose des réflexions et des interrogations sur ses propres pratiques, sur ses valeurs aussi. Et ce qui me fait dire qu'il était important aussi que ces valeurs et ces grands principes, à un moment donné, soient aussi posés avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Parce que ça semblait également important. Je préciserai celle-là certainement dans qu'est-ce qu'un projet réussi, puisque j'ai listé quelques causes de réussite d'un projet, mais pour autant, ça me semblait important de le dire maintenant. Alors, en tant qu'expert, en tout cas sur le volet qui m'incombait, il s'agissait donc de l'implémentation de la vie scolaire et de la mise en place des contrats de performance et des projets d'établissement. On ne partait pas de rien, mais à vrai dire, il n'y avait pas non plus grand-chose, c'était tout nouveau. Donc, à créer, donc le changement était tout de même présent, mais peut-être moins présent que lorsqu'il y a des choses installées. Donc, c'était quand même assez confortable pour moi parce qu'il s'agit de partir vraiment de ce qui existait déjà et ce qui réussissait déjà plutôt bien. Donc, apprécier ce qui était et engager la participation des parties prenantes, à imaginer et à concevoir avec moi ce qui pourrait être et construire comment ça pourrait être aussi et agir ensemble. Une fois qu'on avait défini en fait les grands axes de travail, agir ensemble, ça signifiait aussi donc élaborer ensemble des outils, les éprouver ensemble afin de les améliorer. Donc le travail qui a été conduit l'a été fait en parfaite collaboration et d'ailleurs j'ai un collègue qui est ici dans la salle qui vient du Bénin, on les a vraiment co-construit ces outils et non seulement on les a co-construits avec les directions techniques avec lesquelles je travaillais, donc avec les directions centrales et déconcentrées des ministères, mais nous les avons éprouvés sur le terrain, au plus près des équipes de direction, au plus près des établissements scolaires, puisqu'il y avait des départements où on expérimentait ce que l'on faisait. Voilà. Donc on construisait, on élaborait et puis on allait expérimenter et on regardait si ça fonctionnait ou pas et en tout cas si ça pouvait fonctionner. Donc nous sommes quand même assez fiers de ce qui a été réalisé, des outils à l'heure où dans le système éducatif français on parle de l'évaluation des établissements, des auto-évaluations. J'avoue qu'on a créé des outils qui pourraient peut-être nous être utiles aussi ici. Voilà, on a vraiment bien travaillé en tout cas sur ces sujets-là, comme dans d'autres, sur l'accompagnement de proximité, sur la formation des maîtres, puisqu'au Bénin, comme dans beaucoup de pays africains, il y a peu d'enseignants titulaires et donc on recrute beaucoup de personnel contractuel et donc ces personnels contractuels, s'ils ont un savoir scientifique,
qui n'ont pas de compétences de savoir professionnel. Il faut donc les former. Et cette formation, en fait, elle se fait au plus près du terrain. C'est la meilleure solution au sein même des établissements qui devient l'unité apprenante. Donc, on a beaucoup à retirer, en fait, de ce qui se fait en tout cas au Bénin actuellement, me semble-t-il. Alors, je m'égare un peu. Pardonnez-moi. Donc, oui. 3 minutes pour qu'on puisse ensuite engager une conversation avec vous et avec les experts. Pardon, oui, c'est parce que je parle toujours avec beaucoup d'émotions du Bénin, vous voyez, donc j'étais agent extérieur, mais aussi parfois aussi un peu à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'un projet réussi? Alors, voilà, j'ai listé un certain nombre de facteurs de succès d'un projet. Tout à l'heure, Bruno a parlé des livrables, bien sûr, mais ces livrables, comment on les obtient? Donc, je l'ai dit, mais je le redis, l'engagement des parties prenantes et une vision partager des objectifs du projet, la définition commune de grands principes et de valeurs partagées, bien sûr, la démarche participative impliquant les différents acteurs, ça on l'a éprouvé et c'est une réalité. Bien sûr, une planification bien définie, hein, ça participe. J'avais cette chance d'avoir au sein de l'équipe de travailler avec le coordonnateur de projet qui était un grand planificateur, donc qui posait bien les grands jalons, donc c'est toujours très sécurisant aussi. Et donc également la mobilisation du savoir local me semblait aussi des points importants à souligner, et en tout cas qui participent à la réussite d'un projet. Donc pour conclure rapidement, pour moi, enfin en tout cas, un projet est réussi lorsque les causes qui l'ont fait naître finalement ont disparu. Les démarches développées, les outils créés ensemble, leur appropriation ont répondu à ces besoins qui avaient donc été identifiés, et le renforcement apporté permet sur le long terme de répondre localement aux nouveaux besoins qui pourraient alors apparaître. Voilà, c'est ainsi que je souhaitais conclure sur qu'est-ce qu'un projet réussi. Merci beaucoup. Un grand nombre de passionnants ont été soulevés. Il nous reste peu de temps, mais un quart d'heure, 20 minutes, en dépassant un peu, en trichant un peu sur l'horaire. Stéphane Foin m'approuve gentiment, merci. Qui veut bien commencer, réagir à ce qui vient d'être dit, Madame Cros? Trois remarques plutôt. Oui, je suis Françoise Cross, professeure d'université au CNAM. J'avais trois questions à poser. La première, c'est l'accès aux données, aux informations. Quand on est dans un pays, c'est pas toujours facile d'avoir les statistiques, les données, ce qui se passe vraiment dans le pays. Et je pensais qu'il fallait souligner cet accès aux données. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, elle concerne effectivement ce qu'ont dit certaines des intervenantes et Bruno aussi, c'est que l'expert ne vient pas complètement vierge, il vient avec son passé, il vient avec son expérience, et c'est vrai qu'elle est plus ou moins orientée. Et peut-être qu'une des compétences, c'est de se défaire de son passé et de son expérience. Et ce n'est pas toujours évident. On a l'impression qu'on sait, comme vous le disiez fort justement, quand on dit expert, rien que le mot expert veut dire je sais. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Il faut se désexpertiser, je dirais, pour mieux faire son travail. C'est ma deuxième remarque. Ma troisième remarque, elle serait en fonction de ce que vient de dire Carole, c'est que nous produisons effectivement des livrables, nous produisons des outils, et ça reste assez local. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait un transfert. Par exemple, nous travaillons à l'heure actuelle au Soudan, et je me suis aperçue en posant des questions à d'autres experts dans d'autres pays qu'ils avaient des outils qui pouvaient m'être utiles pour travailler avec les Soudanais. Et je pense que des liens pourraient être organisés entre les différents outils que nous construisons localement. Plusieurs demandes d'intervention, Madame Nada Mogazel ou Jean-Marie de Kettelme, et ensuite Nada et Adèle. Oui. J'ai été heureux d'entendre les trois personnes parce qu'en juillet, il y a eu à Toulouse une trentaine de symposiums REF, Réseau Éducation Information, dont un symposium que j'animais avec Emmanuel Anotte portait justement sur expertise et recherche. Et j'ai été fort frappé par les propos des trois personnes. Notamment, Bruno Courvalet a prononcé le concept de médiateur. Je pense effectivement qu'on est loin de la définition originale d'expertise, qui était un commanditaire pressant quelqu'un pour apporter une solution à un problème dans son institution.
Je pense que la notion d'expertise a changé et je pense que l'expert maintenant devient davantage un médiateur, c'est-à-dire une personne extérieure qui joue le rôle de tiers et qui va jouer ce rôle de tiers entre trois séries d'acteurs. Entre d'une part le commanditaire, le politique d'une part, et d'autre part les acteurs de terrain de l'institution. Il joue le rôle de tiers entre ces deux types d'acteurs qui très souvent s'opposent, sont en duel, et il faut introduire une triangulation. C'est ça que le tiers joue. Il joue aussi, me semble-t-il, le rôle de tiers entre d'une part le commanditaire, le politique, et le chercheur, le monde de la recherche, qui a apporté en principe des connaissances sur l'objet en question, et qui de nouveau peuvent rentrer en opposition. C'est le rôle de l'expert que de jouer le rôle de médiateur. Et puis, me semble-t-il, il joue aussi le rôle de médiateur entre, d'une part, le chercheur, le monde de la recherche, et d'autre part, les acteurs de terrain, ceux qui agissent concrètement sur le terrain, qui décident concrètement sur le terrain et qui sont à la base de tout changement possible, le changement dont vous avez parlé. Et donc, pour moi, le médiateur, c'est quelqu'un qui se situe entre trois catégories d'acteurs, le commanditaire ou politique, le monde de la recherche et d'autre part les acteurs de terrain, mais aussi entre trois logiques, et trois logiques qui sont aussi indispensables l'une que l'autre. Le commanditaire a une certaine logique et des connaissances de nature politique et axiologique, c'est une logique vraiment axiologique, entre le monde de la recherche qui a une logique de connaissance scientifique et qui n'est jamais directement transférable sur le terrain. Et finalement, le monde des acteurs qui ont des savoirs d'expérience qui sont incontournables. Et donc, je suis assez d'accord pour dire que l'expert, s'il joue vraiment le rôle, s'il a vraiment une posture, une attitude de médiateur, il peut espérer avoir des changements, et c'est quand même la présence de changements qui, me semble-t-il, est le critère numéro 1 d'un projet réussi. Vous voulez bien vous présenter chacun Merci. Voilà, alors je m'appelle Nada Moguezel, je viens de Beyrouth, de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Voilà, je voulais peut-être rebondir, et c'est vraiment en complément de ce qui a été dit. Je voudrais proposer un changement d'orthographe pour ce mot expert. Donc on pourrait peut-être le mettre en deux mots, ce serait un mot composé ex et per, P-A-I-R-S. Parce que je pense de plus en plus qu'il est important de cette coltiner la réalité pour pouvoir être utile et jouer ce rôle de catalyseur et de médiateur. Et là, j'avais lu une phrase, je ne sais plus dans quel contexte d'ailleurs, qui parlait du radicalisme de l'inexpérience. Alors je pense, moi, pour avoir été exposée à des experts qui étaient venus justement pour nous accompagner dans des projets, peut-être que ce qui m'avait beaucoup agacé, c'était le radicalisme de l'inexpérience. Quelqu'un qui ne s'était pas coltiné la réalité et qui s'autorisait. Voilà. Alors c'est pour ça que de plus en plus, moi je crois beaucoup à ça. C'est ça qui prévient, donc justement parce que ça permet d'avoir une empathie. Et moi je me demande comment on peut jouer ce rôle de médiateur sans avoir toutes les capacités. On va pas entrer dans ça maintenant. Donc tout ce qui compose et constitue une attitude d'empathie. Donc de savoir de connaître l'autre, de savoir quel est son seuil de maturité, quels sont les petits pas par lesquels il faut procéder, où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il peut arriver. Voilà, donc tout ce qui constitue un accompagnement. Voilà, je vais pas entrer dans ça. Donc ça, c'était le premier point que je voulais dire. Donc ce changement d'orthographe qui implique un changement de posture. Et c'est ce qui permettrait peut-être aussi, comme vous avez dit, Madame Cros, en même temps, et c'est absolument passionnant, de pouvoir utiliser son expérience et de pouvoir se mettre à distance de son expérience. Et je pense que c'est une posture intéressante à réfléchir. Moi, j'ai beaucoup appris de la lecture de Rilke, qui n'est pas du tout un pédagogue, qui n'écrit pas des livres de pédagogie, mais enfin qui se situe dans cette posture comme ça. Maintenant, autre chose, je voulais dire, parce que je viens de découvrir vos carnets d'expertise et je suis ravie d'avoir rencontré cet objet intelligent, parce que de plus en plus, je pense que c'est ce partage et cette capitalisation d'expérience qui est porteuse. Voilà, de plus en plus, je pense à cette connectivité d'intelligence qui se passe par des plateformes comme ça. Voilà.
Merci Marie-Josée. Adel Benamor, je suis directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs. Moi, ma petite et modeste contribution, j'ai analysé le mot expert et j'ai retrouvé un peu les qualités et les performances qu'il devrait avoir. Alors, EX, c'est l'expérience. On ne peut pas être expert si on n'a pas si on n'a pas mis la main à la pâte, au moins dans l'une des principales facettes de l'expertise. Parce que des fois, l'expertise, elle a plusieurs volets. La théorie, on la retrouve partout. Et le bon expert, on le sent facilement quand il puise dans sa propre expérience. Le P, il doit être professionnel dans ses relations, dans sa façon de prendre au sérieux sa mission, de s'impliquer, de trouver les mots qu'il faut, surtout dans certaines régions où les institutions, les politiques, disons, sont très susceptibles sur certaines approches hautaines et ça peut rompre justement le lien avec l'équipe qu'on est censé conduire. Il doit être évaluateur. Bon, vous me diriez, on ne débarque pas sans avoir évalué la situation avant et après l'expertise. Mais le plus important, c'est l'évaluation, comme on dit en médecine, pair-opératoire. C'est-à-dire, au milieu de l'expertise, il y a des fois des incidents ou des événements, disons, des événements imprévus ou imprévisibles qu'il faut savoir évaluer, qu'il faut savoir gérer, et puis voir au fur et à mesure de l'expertise l'état d'avancement de l'atteinte des objectifs. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on a dévié? Est-ce qu'on est plus préoccupé par des aspects secondaires que par l'objectif principal de l'expertise? Le R, il faut être réaliste. Des fois, il y a des choses qui ne passent pas. Donc, ça ne sert à rien de s'obstiner à vouloir les passer coûte que coûte. Il faut soit changer de méthode, soit changer d'approche, soit, si on est expert, qu'on revient plusieurs fois sur le terrain, c'est-à-dire ce n'est pas une expertise en un seul temps, prévoir que la prochaine fois, on revient sur certains aspects. Mais réaliste, il faut être aussi tenace. Le T, c'est la ténacité. Si on est sûr que c'est là le meilleur plan d'attaque pour arriver à cet objectif, il ne faut pas céder à des spéculations qui, des fois, n'ont rien à voir avec le scientifique. C'est-à-dire, lorsqu'on dirige une équipe, ce n'est pas les comités populaires, hein, ce n'est pas la majorité. C'est là où il y a atteinte d'objectifs qu'il faut s'attacher. Ben, si on est plusieurs experts, le S, c'est la synergie. On ne peut pas aller, par exemple, une équipe de 3 experts, parce que des fois, on opère à plusieurs. Il ne faut pas que chacun aille avec son approche à lui. Là, il faut créer de la synergie et que les idées, tout en gardant son autonomie intellectuelle, il faut converger vers les objectifs de groupe. Merci. Adèle, oui, plusieurs demandes. Dominique Rogin, puisqu'on tourne autour de ce mot d'expert, je me reconnais bien dans tout ce qui a été dit, sauf peut-être sur un point, c'est sur l'idée qu'il faudrait que l'expert abandonne son expertise en arrivant et sur l'idée que cette expertise préalable serait presque un obstacle à son adaptation locale. Moi, je voudrais vous proposer une autre image pour définir ça. C'est de dire que l'expertise est une maïotique au sens socratique du terme, hein, et qu'un expert, c'est un maïoticien, ou pour dire les choses dans le langage plus courant, c'est une sage-femme. Et ce à quoi on doit aboutir, c'est un beau bébé, finalement. Hein. Or, comme vous le savez, aucun beau bébé n'a jamais été fabriqué par une sage-femme, du moins dans l'exercice de son métier. Hein. Mais aucun beau bébé n'est né sans l'aide d'une sage-femme. Voilà. Hein. Et donc, il me semble que c'est exactement ça que fait l'expert, finalement. Et heureusement, quand même, que la sage-femme arrive avec une véritable expertise professionnelle. Il y avait juste une autre personne. Merci bien.
Bello Abdou et je suis de l'université d'Amon et Calavio au Bénin. Et donc, je suis le directeur de l'école des inspecteurs au Bénin aussi. Parce que, comme Carole a eu le dit, ce que je voudrais ajouter, et très sincèrement, lorsqu'on vient pour l'expertise et que nous, après, on se retrouve entre cadres au plan local, et je peux vous dire qu'il y a des mots qui dérangent. Et rien que le terme expert dérange. Je ne serais pas honnête en ne le disant pas. Et je pense que très rapidement, que ce soit expert, que ce soit assistant, c'est des mots, et je n'ai pas la solution, certes, et qu'il faut penser à changer. Et c'est des mots, si vous m'excusez les termes, anti-griffes, et prostitués déjà par le politique, donc qui cause problème. Et lorsqu'on se retrouve, on dit, mais l'expert, finalement, c'est nous qui faisons tout. Mais oui, comme l'a dit, ce n'est pas à la sage-femme d'accoucher. Et la sage-femme va assister, et donc la maman a fait le bébé. Mais c'est garder dans la tête toujours des pays, quand on arrive, l'espèce, c'est le grand sachant. Et après, les gens se découvrent de façon très frustrante et faire le travail à sa place, en réalité. Mais si nous faisons le bilan, on se rend compte que sans la présence de l'expert, certainement, on ne serait pas arrivé à certains résultats. On ne se serait pas organisé tout seul pour y arriver. De ce point de vue, c'est important cette présence. Mais je répète, je pense, à mon humble avis, peut-être que lorsqu'on arrive en expertise, on n'entend pas trop ces frustrations, mais on peut le découvrir si on sait voir à travers les débats et à travers certaines appréciations des interlocuteurs. Sauf qu'on se retrouve en local et ça frustre un peu. Mais je répète, encore une fois, je n'ai pas la solution. Merci. La possibilité de prendre encore 2 questions. Il y a madame ici et le monsieur là qui avait. Et ensuite, il faudra... Ah, pardon, monsieur, je ne tournais pas la tête de votre côté. Alors, une 3e question. Et puis ensuite, nous conclurons pour laisser la place. Pardon, il faudra avancer dans la conduite de cette journée. Nous avons de toute façon toute la journée pour continuer à discuter ensemble. Alors... Oui, Brigitte Bouquet, France Compétences. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quelquefois, il y a confusion entre experts et consultants. Et que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait un tout petit peu clarifier, dans la mesure où on intervient quelquefois dans des pays qui font travailler des consultants, qui ont l'habitude des consultants, financés éventuellement par des organisations internationales. Et l'expert arrive et n'est pas tout à fait dans cette position. Et je pense qu'il serait intéressant qu'ensemble, peut-être on parle de cette manière de dire, attendez, vous avez travaillé avec des consultants, j'arrive en expertise, même si le mot n'est pas... c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait la même chose. Le deuxième point que je voudrais apporter, c'est que on a beaucoup parlé de médiation, je suis parfaitement d'accord. Simplement, l'expert fonctionne dans un univers un petit peu plus complexe que celui que quelquefois on lui a décrit. En particulier, lorsqu'il arrive dans des pays où il y a d'autres financements internationaux, avec d'autres types d'objectifs qui sont derrière ces financements internationaux, USAID, enfin bon, vous en avez tous en tête, et qu'une peut-être des dimensions de l'expert qu'il faudrait ajouter, c'est aussi s'informer de tout ce qui est autour et qu'on ne lui dit pas forcément au départ. C'est pas uniquement des statistiques qui sont dures à trouver, je suis parfaitement d'accord avec madame. C'est aussi ce contexte qui, quelquefois, peut amener soit à des contradictions dans les termes, soit à avoir en face de soi des interlocuteurs très gênés parce qu'eux-mêmes sont tiraillés entre plusieurs types d'expertise, entre guillemets, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi peut-être prendre en compte quand on va dans un pays.
Eckhart Hutzel, Université de Strasbourg, entre-temps retraité. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit au sujet de l'expert. Tout à l'heure, on a mentionné les projets Tempus. Je suis de cette génération-là depuis 1991. J'en ai fait une vingtaine et je me suis toujours présenté comme coordinateur. Et j'ai toujours commencé par essayer d'expliquer que je voulais entrer dans un échange d'expérience et non pas être celui qui savait comment on faisait et qui allait vous l'apprendre. Je pense que c'est vraiment très très important et je n'aime pas du tout le terme expert, je ne me présente jamais comme expert. En parlant des projets Tempus, j'ai remarqué qu'on avait aussi oublié un élément, on avait très peu parlé d'un élément qui me semble crucial, c'est-à-dire que dans la plupart des projets dans lesquels nous travaillons, le financement vient de Bruxelles. On n'a pas parlé de l'Europe. Cette étiquette bruxelloise nous donne déjà une autorité pas de l'expert, mais disons de celui qui va venir pour dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est un piège. D'un autre côté, le fait que le partenaire ait accepté de travailler avec quelqu'un qui représente Bruxelles et qui donc apporte un financement, nous donne une certaine obligation de réussite, mais nous facilite aussi la réussite parce que le partenaire, normalement, doit faire ce qu'il faut pour que ça réussisse. Souvent, on a eu des représentants politiques qui étaient tout à fait favorables à ce que nous faisions et la résistance venait de l'intérieur de l'institution partenaire qui ne voulait pas entendre parler de Bruxelles et de ce que savent les Européens de l'Ouest, par exemple. Et puis un dernier aspect qui me semble quand même assez intéressant, même si c'est beaucoup plus terre-à-terre. Un projet réussi, c'est aussi faire du bon reporting, c'est faire des rapports en masse. Et je déplore qu'entre la génération de Tempus et la génération d'aujourd'hui, la quantité a pris le dessus sur la qualité. Oui, merci. Nicolas Louis Duclos, je suis ancien chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Juste quelques mots. Je partage tout à fait tout ce qui a été dit sur la notion de catalyseur, d'agent médiateur. Autrefois, on parlait des experts qui étaient des sachants. Ils arrivaient, indépendamment du contexte, ils disaient c'est comme ça qu'il faut faire. Souvent, d'ailleurs, avec une seule vision monomaniaque sur le plan de la méthode. On voit bien que ça n'est pas suffisant, surtout dans un contexte complexe. Il faut intervenir, mettre en connexion les personnes, les façons de voir, les cultures, etc. Et donc, on ne peut pas apporter une solution qu'on plaquerait de l'extérieur. Il y a 20 ans, on parlait de conduite du changement, on dit plus ça, on parle plutôt d'accompagnement du changement, de favoriser l'éclosion, l'amorce du changement. Donc on voit bien que l'état d'esprit est différent. Pour autant, personnellement, je n'utilise pas le terme de catalyseur. En chimie, un catalyseur, c'est un agent nécessaire pour qu'il y ait réaction chimique, mais qui ne fait pas partie de la réaction. Or, je pense que l'expert, s'il fait bien son travail, va forcément amener et être partie prenante du contenu, un peu en écho à ce qu'a dit M. Curval, et il doit partager, projeter, se jeter devant. Donc il faut qu'il y ait une vision partagée. Et donc je pense que le rôle de l'expert, c'est aussi d'utiliser ce qu'on appelle un peu l'intelligence des situations et d'essayer de donner corps à la façon dont il pense les choses pour aider les autres acteurs à partager cette chose-là. Et je conclurai là-dessus. On a parlé d'accouchement, de maïotique. Il y a un autre terme un peu vilain qui s'appelle la métanoïa, c'est la conversion du regard. Je pense que typiquement, un expert qui fait bien son travail va aider les acteurs à porter un regard différent sur le projet qu'il pilote. Et c'est là où, et je conclurai là-dessus, parfois la logique rationnelle, déterministe de produire les livrables, peut-être qu'ils ont été contractualisés, peut entrer en difficulté, en une certaine tension avec ce qu'attendent les acteurs. On parle de parties prenantes, donc satisfaire un projet réussi, c'est un projet qui satisfait les attentes de ses commanditaires, de ses parties prenantes. Moi, j'ai vécu des cas concrets, je ne citerai pas là pour pas être long, mais où, en faisant très précisément ce qui était prévu dans les livrables, les acteurs étaient, moins satisfaits. C'est-à-dire qu'en fait, sans qu'ils aient modifié le cahier des charges du projet, leur attente, leur vision avait évolué, et donc ils attendaient quelque chose de différent que ce qui était contractualisé. Ce qui est délicat à gérer comme situation. Mais je pense qu'il y a cet aspect-là, et je pense que ça donne lieu à tout ce qu'on évoque depuis quelques années sous le nom de méthode agile. Il faut être capable de relativiser l'aspect formel des choses. Alors, on ne peut pas s'en libérer, bien évidemment, mais je pense que le rôle de l'expert est aussi d'avoir ce recul, ce regard différent, et de ne pas regarder que le projet en tant que tel, mais le projet dans son environnement. Et donc, à partir de là, d'ouvrir de nouvelles perspectives. Merci. Richard Sack.
J'ai toujours pensé que la grande dangerosité de l'expertise en éducation, c'est que tout le monde se prend pour un expert. En absence de théorie unifiée de l'apprentissage, il suffit généralement d'avoir été à l'école, d'avoir des enfants à l'école pour affirmer son expertise en la matière. C'est un des grands défis professionnels quand on travaille sur le terrain, que le terrain soit chez soi ou à l'étranger. À part ça, deux points concernant un projet réussi. Je n'ai pas entendu, on n'a pas évoqué deux concepts quand même que je pense être importants. L'appropriation sur le terrain. On en a beaucoup parlé ces dernières décennies. Et l'autre, c'est la soutenabilité, la durabilité du projet. Que se passerait-il à votre départ? Est-ce que ça a pris racine? Voilà. Merci beaucoup. Une série de choses absolument importantes et passionnantes ont été dites ce matin. Avant de demander à Bruno de tirer un mot de conclusion, je voudrais vous apporter quelques éléments d'information. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un 6e carnet qui sera un retour et un regard sur la connaissance qu'a pu permettre de produire la publication des 5 premiers. Donc nous continuons notre travail de réflexion, c'est est-ce qu'au fond, on peut dégager de cet examen de pratique quelques invariants, aussi bien en ce qui concerne les pratiques que les concepts mobilisés. Donc chaque carnet prend beaucoup de temps à être réalisé, mais bientôt, nous vous adresserons ce 6e carnet fait avec les chercheurs de l'Université de Tours, Laurence Cornu et Hervé Breton. J'ai retenu une chose pour ma part. On a dit, bien sûr, on doit livrer des choses, mais la méthode compte tout autant et on a, sous divers aspects, parlé de ça toute cette matinée. Bruno, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, ainsi que Madame Blazic et Madame Stilinovic, pour conclure? Très brièvement, parce que ce n'était pas des questions, je pense que c'était très intéressant d'entendre des points de vue d'autres personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Donc je ne vais pas faire de conclusion ni répondre à des questions. Par contre, vos interrogations, ce que vous avez dit, évidemment, ça me réinterroge sur un certain nombre de choses. Alors, bon, c'est vrai que l'appropriation de soutenabilité, je pense en avoir parlé un peu. C'est vrai que le fait qu'un résultat soit effectivement efficient, qu'il se traduise par du changement, ça dépend complètement des gens qui sont dedans. Et c'est pour ça qu'on parle de co-construction, c'est pour ça qu'on parle de travailler avec les gens, parce que s'ils ne font pas leur solution, ça ne marche pas. Mais je ne voudrais pas rentrer trop dans ces détails-là maintenant, mais ça mériterait évidemment qu'on en reparle beaucoup. Alors, juste deux points. Je crois qu'effectivement, en écoutant ce qui a été dit, pour moi, c'est clair. L'expert médiateur, oui, je pense comme ça, en fait, au fond. Mais l'expert accoucheur, oui, aussi, en fait. Et moi, ça m'amène à une troisième. Ça m'a interrogé en vous écoutant. Effectivement, c'est deux rôles. On joue les deux rôles. Mais évidemment, il y a quelque chose qui m'interroge. Moi, c'est que je me rends bien compte aussi qu'il y a une intention de l'expert. Je ne suis pas sans intention. Et ça, c'est quand même une grande question. C'est l'interrogation sur en quelle mesure on représente ses idées, celles de Bruxelles ou celles d'autrui. Et voilà, moi je crois qu'on ne peut pas être dépassionné. On l'a entendu d'ailleurs quand Carole s'est exprimée. On est complètement dans le bain. Et donc à ce titre-là, on est une partie prenante aussi. Voilà. Et puis dernier point, parce que je crois que c'est important aussi, heureusement, nous ne sommes pas seuls. Heureusement, nous sommes dans des équipes. Et ça, c'est vraiment très utile aussi parce que, effectivement, il faut pouvoir confronter ses propres pensées, propres réactions, propres projets à ceux d'autrui. Et je crois que c'est une grande chance aussi. Voilà, donc pas de conclusion certainement, mais de nouvelles questions et des approfondissements. Merci. Peut-être pour partager la remarque de la collègue tout à l'heure dans la salle, expert, PAIR. Je trouve vraiment cette idée intéressante aussi, pour compléter ce que vient de dire Bruno. Merci pour toutes ces remarques. J'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai entendu aujourd'hui concernant les experts. Donc, on va avoir un autre traitement de l'expert. On va penser un peu plus à l'expert parce que c'était un peu
logique d'avoir des projets et des experts, maintenant les experts qui demandent de la réflexion, qu'elles soient concentrées sur leur rôle. Et donc, j'ai juste une remarque qui peut-être n'est pas une conclusion, c'est que ma découverte des carnets d'expertise, de l'expertise, il faut le dire, c'est une découverte. Et peut-être ça joue dans la durabilité dont j'ai parlé d'un projet réussi. On a un plan de les traduire en macédonien et de les mettre sur notre page web. Donc, le projet est quand même un peu durable. Merci. Merci à tous et puis nous passons la parole aux intervenants suivants.